C'est moi ou est-ce qu'il y a une indifférence totale concernant la sortie de ce film? Bad Boys 4, Ride or Die. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Bad Boys 4 est l'histoire de nouveau des policiers Mike et Marcus qui ont une nouvelle mission. Cette fois-ci, leur ancien capitaine, décédé dans le précédent film, est soupçonné à titre posthume d'avoir travaillé avec le cartel et évidemment les policiers ne sont pas d'accord. C'est là que les Bad Boys vont essayer de sauver l'image et la réputation de leur ancien ami. Je déconne pas quand je dis que je suis allé voir le film le mercredi soir et on n'était vraiment pas beaucoup dans la salle. Je sais pas si les gens s'en fichent totalement, j'ai vu les premiers retours concernant le box-office. En France, c'est moins bien que le précédent film et on verra aux États-Unis ça sera quoi le box-office parce que c'est un film intéressant. Alors il faut savoir que moi j'ai revu tous les films cette semaine. J'en ferai pas une vidéo sur la saga, pour le coup j'en parlerai dans ma vidéo bilan que je fais dans chaque fin de mois rapidement, mais je prépare pas une vidéo sur cette saga parce que en vrai j'aime bien Bad Boys, mais de une j'ai pas le temps et est-ce que ça mérite vraiment le coup d'en parler en détail? Je ne sais pas, mais j'aime bien tous les films. Alors pour l'instant, l'ordre de préférence a toujours été Bad Boys 2, le meilleur, de loin, Bad Boys 1 me concernant, et ensuite Bad Boys 3, qui était pas mauvais, que j'appréciais plutôt, et où se trouve du coup ce nouveau film? C'est la question qu'on va se poser, et aussi en termes de box-office, c'est intéressant parce que le dernier film était un énorme succès, pour le coup. 400 millions de dollars en 2020, c'est un exploit, on est sur le niveau de Christopher Nolan, cette fois-ci, donc c'est assez fou, et ils ont dit, ok, ça sera le dernier de la saga, mais bon, on verra bien ce que ça va donner en fonction du box-office. Mais c'est aussi le premier film de Will Smith post-claque des Oscars. Bah oui, c'est important parce que les États-Unis ils en ont beaucoup parlé. Et oui, c'est inacceptable ce qu'il a fait, on est tout à fait d'accord, il aurait jamais dû le faire. Mais soyons honnêtes, qu'est-ce qu'on s'en fout? Au final, c'est pas normal, on va pas aller cancel Will Smith pour ça. Je veux dire, il y a des pédophiles qui bossent à Hollywood encore aujourd'hui. On va pas cancel Will Smith pour un petit moment de faiblesse comme ça. C'est pas comme s'il a fait vraiment du mal, quoi. C'est une petite claque et c'est lui qui s'est humilié au final plus qu'autre chose. Du coup, il y a plein de gens aux États-Unis qui se posent la question et je pense que ça va pas impacter ça, la claque pour le coup. Mais c'est juste que les gens vont peut-être pas aller voir ce film. Je n'en sais rien, je suis très curieux de voir ce que ça va donner au box-office. Mais nous voilà dans un nouveau film qui est dans la lignée des précédents, des 3 derniers évidemment, qui sont maintenant une saga qui dure depuis 30 ans. Et dans ce film-là, l'objectif c'est d'honorer le passé du personnage d'Howard qui est décédé dans le présent film. Pour ceux qui se posent la question, oui, c'est assez bizarre de voir, je pense, ce film-là sans avoir vu au moins le 3e, mais je pense qu'en vrai, vous pouvez y aller quand même. Et on est encore une fois dans une aventure de ces fameux Bad Boys avec tout ce qui va avec, leur charme, leur charisme, leurs problèmes, leur humour, leur baston, leur scène d'action, de fusillade, leur course en voiture, l'ambiance Miami, 13 années 90 pour le coup, avec évidemment des techniques plus modernes, et ça fait très Jerry Bruckheimer, l'un des plus grands producteurs d'Hollywood, et il y a bien cette ambiance-là qui est plutôt bien foutue et bien respectée. On retrouve cette bromance dans de l'action et aussi des moments assez doux et rigolos. Et c'est ça un peu la force de la saga, c'est qu'ils ont toujours réussi à parler des personnages avant tout, ils ont toujours réussi à les développer, comme dans ce film-là, j'en parlerai surtout en spoiler, mais les personnages sont développés, leur alchimie tous est géniale, les dialogues sont tellement bien lus par les acteurs et ils ont tous un certain charisme et t'aimes vraiment tous les personnages, et chaque personnage a le droit à son moment pour briller. Alors, pas tous exactement pour le coup. Il y en a deux qui m'ont un petit peu déçu, c'est Rhea Seehorn. Putain, la dinguerie, t'as Rhea Seehorn dans ton film et tu lui donnes un rôle aussi inintéressant et peu important. Et pourtant, quand elle est là, elle joue trop bien. Elle est trop à fond pour le coup. Genre, tous ils sont en mode rigolade. Tu vois qu'ils se sont éclatés durant le film. Elle est venue pour partir avec un Oscar, quoi. Sa performance n'avait aucune raison d'être aussi bonne, quoi. Elle a tellement de talent et j'ai l'impression qu'on a un peu gâché ici son talent parce qu'elle est à peine dans le film. Et c'est un peu dommage parce que Rhea Seehorn, elle déchire comme actrice. Et pareil pour Eric Dane qui joue le méchant. Bah oui, il fait un bon travail, mais il a très peu de temps à l'écran, mis à part la manière dont on a un peu expliqué son passé et sa cruauté un peu sans limite. C'est pas un personnage intéressant et c'est un méchant qui n'a pas trop de lien avec les personnages et qui est juste là pour être un méchant à abattre. Mais il fait le taf en soi, mais juste qu'il a pas beaucoup de temps à l'écran. Là où dans les précédents films, t'as l'impression que les méchants étaient un peu plus charismatiques, un peu plus personnels. Je dirais pas que c'est le pire méchant de la saga, mais c'est peut-être le moins intéressant. Mais c'est ça qui est fou, c'est que ces personnages-là se font même un petit peu bouffer par Howard, qui est décédé, qui a quand même quelques passages dans le film, qui est trop drôle et qui vole encore le show, quoi. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu vois que les acteurs se sont éclatés, tu vois qu'ils sont là pour le fun, tu vois que tout s'est bien passé, en tout cas t'as l'impression, et ils s'éclatent autant que les spectateurs, et c'est ça qui est important. T'as vraiment l'impression que c'est une grande famille qui est venue faire un film plus qu'autre chose, ou alors une grande troupe d'amis. Et c'est du coup les réalisateurs belges marocains qui sont de retour, Adil et Bilal, qui ont percé évidemment à Hollywood avec, je dirais, Bad Boys 3,
3. Depuis, ils ont pas mal de projets à Hollywood, ils ont bossé sur Miss Marvel, ils ont bossé sur le film annulé Bad Girl, et c'est un peu dommage qu'on le voit jamais, parce que je pense que vu le réal, Bad Girl aurait été assez fun. Et ils ont surtout fait plein d'autres films belges, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et d'ailleurs, entre les projets américains, ils sont retournés aussi en Belgique pour faire un film qui s'appelle Rebelle, j'en ai entendu des bonnes choses, mais je l'ai pas vu. Et ils sont aussi dans la course, apparemment, c'est des rumeurs, hein, pour réaliser le prochain Spider-Man, et je pense que ça pourrait le faire. Ils connaissent déjà Marvel, en plus, ils sont habitués au genre du super-héros. Et vu leur mise en scène, je pense qu'on a besoin d'un peu ce dynamisme dans le monde du super-héros. Avec Marvel, c'est facile de se faire mettre dans une case et de rien faire. Mais dans Miss Marvel, ils ont réussi à s'exprimer. Ils ont réalisé les 2 premiers épisodes et c'était vraiment pas mal. Mais c'est vrai que lorsqu'ils ont réalisé Bad Boys 3, qui est celui que j'aime le moins de la saga, ils ont un peu trop fait du Michael Bay, je trouve. Ils ont essayé de limiter, ils ont vraiment essayé de prendre la même ligne directrice que le précédent film, qui était Bad Boys 2, hein, qui est vraiment un film assez unique. Et là, pour le coup, ce que j'aime bien, c'est qu'ils se sont un peu détachés du côté Michael Bay, plus ou moins. C'est-à-dire qu'ils ont pris le 3e film et se sont dit, ok, on oublie un peu le délire Michael Bay, même s'il y a encore quelques trucs, et on va faire notre film comme on le veut et sous cocaïne. Parce qu'on a le budget, ça coûte quasiment la même chose que le précédent film, mais on a le budget et on va s'amuser. Et c'est ce qu'ils ont fait. La vraie raison de regarder ce film, en vrai, c'est pour la mise en scène qui est complètement barrée. Quand je dis que c'est le 3e film sous cocaïne, c'est vraiment ça, quoi. La caméra bouge constamment. Il n'y a aucun plan, t'as l'impression qu'il est stable. La caméra tourne toujours autour des personnages, elle s'arrête jamais. En haut, en bas, droite, gauche, des travelling de partout. N'importe quoi, t'as l'impression que la caméra elle est sur un drone, tellement il est mobile. Après, évidemment, t'as des drones réellement qui font un petit peu penser à Ambulance. Voilà, l'inspiration Michael Bay. Donc t'as des vrais plans drone, mais même lorsque c'est pas un drone, t'as vraiment l'impression qu'il y a une caméra virtuelle de une, ou que la caméra n'a aucun poids, et ça peut être un peu indigeste pour beaucoup de personnes, parce que ça y va dans tous les sens, tout le temps, ça s'arrête jamais, quoi. Mais franchement, même avec cette caméra, parfois shaky cam, parfois invisible, ou parfois toute petite, t'as des plans en première personne. Il y a cette vidéo de Will Smith qui fait beaucoup parler sur les réseaux, où on le voit opérer la caméra. C'est impressionnant comme plan, parce qu'il doit jouer, opérer la caméra, faire sa choré, c'est pas facile. Et il y a plein de séquences comme ça, avec justement la caméra qui est sur des objets, donc tu as des plans full CGI, mais d'autres qui sont bien faits, qui donnent l'impression qu'il y a des transitions de caméra d'un personnage à un autre, et ils se sont éclatés, quoi. Donc l'idée du point de vue revient souvent, en plus à des focales assez intéressantes à certains moments aussi. Il y a plein de séquences assumées aussi dans le délire. Par exemple, il y aura une séquence sur un œil, et ils vont rentrer dans l'œil d'un personnage avec la caméra, et ça va être un monde, mais gigantesque, comme un trip en LSD. T'as un autre moment, t'as un personnage qui va regarder sa montre, et du coup, tu auras la caméra qui sera sous la montre, et tu vas à la tête du personnage, et les aiguilles par-dessus la caméra et l'objectif. Et c'est ça constamment. Donc pour les gens qui aiment ça, vous allez kiffer, mais pour les autres, je pense que vous allez trouver ça vraiment indigeste, parce que ça y va à 200 à l'heure, et moi, pour le coup, je trouvais ça plutôt appréciable. J'ai adoré leur côté vraiment décomplexé, fun, et maîtrisé pour le coup, parce que c'est très visible, t'es jamais perdu dans l'action, le montage est peut-être hyper rapide à certains moments, mais c'est vraiment bien foutu aussi. C'est pas un délire auquel tout le monde va adhérer, mais je trouve que ces gars-là sont bons en action pour le coup. En plus, ils arrivent à être drôles avec leur mise en scène, t'as plein de plans sur le personnage de Marcus, Martin Lawrence, qui a pris beaucoup de poids, ou alors il s'est passé un truc par rapport à son visage, mais son visage est beaucoup plus rond qu'à l'époque, évidemment, il a 30 ans de moins, mais du coup, ils ont une focale à certains moments où sa tête est tellement énorme dans le cadre, et on voit que ça, et c'est drôle, et ils en jouent, et t'as plein de séquences comme ça humoristiques, parce que le film m'a beaucoup fait rigoler, souvent par la mise en scène, même s'il y a certains moments dans les dialogues et dans les séquences scénaristiquement qui sont rigolotes, c'est la mise en scène qui est vraiment fun et drôle, des slow motion qui font des caisses, et ils arrivent à contourner ça en jouant sur l'anxiété d'un personnage, en changeant vraiment la donne, où ils passent d'un côté humoristique avec les mêmes méthodes pour les adapter à un truc un peu plus dramatique, parce qu'il y a aussi pas mal de drame, pas mal de cœur dans l'œuvre. Je dis pas que tout est parfait, parce que je trouve que le climax est un peu plus timide que les autres séquences d'action, pour le coup, ce qui est un petit peu dommage. Après, ça dépend ce que vous appelez timide, hein, mais je trouve que le climax traîne un peu en longueur, comme le film d'ailleurs, hein, je trouve qu'il est trop long. 2 heures, c'est trop long, c'est un film qui aurait dû durer 1h45, 1h40. Pour moi, tous les films Bad Boys ont été trop longs. Vraiment tous, j'enlève 20 minutes minimum, et celui-ci ne déroge pas à la règle. Le climax, c'est un petit peu décevant, parce que c'est bon, tu t'es tapé tellement d'overdose visuelle qu'à la fin, ça t'impressionne plus vraiment. Je trouve qu'ils ont donné leur plus grosse cartouche auparavant, et la fin est un peu plus classique, entre guillemets, surtout par rapport à ce que tu as vu dans le film. Et oui, la fin est un peu longue, c'est vrai. Certes, jouissive et fun, hein, je précise. Et t'as une séquence en avion que j'ai trouvé assez mal foutue à certains moments. Là, le montage m'a un peu perdu dans les visuels, dans la géographie de la scène. C'était moins agréable à regarder. Et tu voyais un peu les limites du studio, des chorégraphies et surtout des cascades. C'est pas mauvais encore une fois, mais je trouve que c'était un peu trop à ce moment-là. Et ils ont pas profité du truc où c'est vraiment claustrophobique et à la fois assez grandiose parce que c'est un hélicoptère ou un avion, peu importe. Mais bon, globalement, c'est bien. T'as plein de références au précédent film, que ce soit sur le racisme, que ce soit sur Will Smith qui court et plein d'autres séquences évidemment. La fameuse séquence de la caméra qui tourne autour des personnages qui est de retour ici. C'est certes moins beau et iconique que Bad Boys 2, hein, qui est culte pour les visuels surtout et pour les scènes d'action, mais
ça fait le taf. Alors oui, comme je vous l'ai dit, c'est drôle, j'ai vraiment bien rigolé durant le film. Oui, le scénario est super prévisible, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et oui, il y a des trucs dans le scénario qui sont un peu débiles aussi à certains moments. Les personnages deviennent des fugitifs et t'as des gangs qui sont à leur recherche aussi. Et ça, ils en font des caisses dans le scénario, mais c'est une petite scène et puis basta. C'est dans la bande-annonce, je précise. T'as aussi plein de caméos sympathiques que je vais pas spoiler forcément. Pour conclure, c'est de l'action type années 90 avec un peu les techniques contemporaines, disons les techniques de 2024. C'est fun, c'est drôle, c'est plutôt bien filmé. Les acteurs s'éclatent, tu vois que tout le monde a pris un plaisir à faire ce film. Et pour moi, il est bien meilleur que le précédent. Rien de révolutionnaire, rien d'iconique, mais un bon divertissement en salle. J'ai passé vraiment un bon moment. Et même si c'est long et qu'ils n'ont pas osé faire une vraie fin, ils laissent la porte ouverte à un cinquième film, hein, t'as l'impression, mais ils attendent tout de même de voir le box-office, à voir si ça va marcher. Mais honnêtement, voilà, si vous aimez Bad Boys, si vous voulez voir un film d'action sympathique ce week-end, c'est cool. Vous n'allez pas ressortir du film avec votre vie qui a complètement changé, hein, mais c'est sympathique. Donc je peux vous le conseiller sans grande prétention non plus. Maintenant, on va passer rapidement en spoiler. Pas grand chose à dire, mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques caméos sympathiques. T'as une scène avec plein de caméos. T'as le caméo de Michael Bay évidemment qui est là. T'as aussi le caméo du TikToker Kaby Lame ou Lamé, je sais pas comment il s'appelle exactement, qui a une petite scène aussi. Et t'as aussi une dame au volant à un moment, mais j'arrive pas à déterminer si c'est un caméo parce que je l'ai pas reconnu. Et il n'y a pas de caméo de Messi, en tout cas j'ai pas remarqué dans le film alors qu'il fait beaucoup la promo aussi. Caméo DJ Khaled qui revient par rapport au troisième film, ça c'était assez rigolo mine de rien. Mais ils ont réussi à développer les personnages un petit peu. Mike qui a une vie maintenant posée et qui fait des crises d'angoisse parce qu'il a pas envie de perdre sa vie. Et du coup c'est pas forcément facile et ça lui crée des vrais problèmes. Marcus, oui, je suis pas forcément fan qu'il soit devenu un peu le clown de service depuis le troisième film, mais il est drôle. Vraiment, Martin Lawrence, il est super drôle, il s'éclate, tu vois qu'il adore ce rôle, et c'est un plaisir de le voir, surtout avec son délire du destin, le fait qu'il soit immortel. Les séquences les plus drôles étaient avec lui. C'est lui qui vend le truc, et c'est le comic relief du film, et il est kiffant. Un peu trop clownesque, surtout quand t'as vu les précédents films. Alors, il était pas toujours sérieux dans les précédents films, hein, c'est vrai, mais là, ils en font un peu des caisses, mais il m'a fait rire quand même. Mais ils ont trouvé du cœur aussi avec Armando, quand même, avec le fils bâtard, presque, il appelle ça comme ça en tout cas dans le film. Ils lui ont donné un peu de personnalité, de développement, tu le comprends, tu t'y attaches, comme pour tous les personnages. Hein. Rita qui se fait trahir par son mec, alors c'était tellement cramé que Monsieur Fantastique était l'un des méchants du film. Il a trop une gueule de méchant aussi, c'est vrai. C'est expédié à fond que la personne avec laquelle elle s'est mariée ou fiancée soit le méchant, elle en a un peu rien à battre. Bon, il n'y a pas le temps pour tout développer non plus, mais au moins il donne un peu des défis à chaque personnage, il les développe un peu de personnalité, bah, comme le couple hein, qui est dans le film. C'est quoi? C'est Bjorn et Vanessa Hudgens. Voilà, il n'y avait aucun intérêt de les mettre en couple, mais c'est rigolo et ça leur donne un peu d'humanité. Et c'est ce que fait le film tout le temps. Comme avec Howard. Howard est trop drôle, il vend carrément le truc et il crée à la fois de l'émotion et un comic relief qui est juste génial. Et même les morts de personnages secondaires ou tertiaires comme Fletcher, bah elles font un petit truc parce que c'est un gars que tu vois depuis le premier film et il se fait abattre comme ça, bah, comme un animal et c'est un peu triste. Mais celui qui vole le show, c'est Dennis. L'acteur s'appelle Dennis Green, mais son personnage c'est Reggie. Cet acteur-là, il a rien fait mis à part les 3 Bad Boys. Et il revient depuis le deuxième, il est trop drôle et là on lui donne enfin un moment où il défonce tout le monde en mode John Wick. Et c'est super fun. Et c'est une scène d'action d'ailleurs qui est super divertissante, qu'ils assument complètement et ils volent le show quoi pour une fois. Et j'adore la manière dont ils l'ont fait et l'hommage presque qu'ils lui font à la fin en lui donnant le barbecue. Et le fait que le film se finisse sur lui, j'adore. Ils ont vraiment toujours respecté leur personnage et je kiffe un peu la continuité et le respect qu'ils ont pour cette franchise tout en créant de nouvelles choses. Est-ce qu'un cinquième m'intéresse? Pas spécialement parce que je suis pas spécialement grand fan de la saga, mais s'il y en a un qui sort, bah j'irai le voir parce que me taper les 4 films là ces dernières semaines, c'était plutôt sympa, mine de rien. Même si je trouve pas que ce sont des grands films d'action, je comprends aussi pourquoi les gens les aiment. Voilà, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.